À l'hiver 1807, alors que l'armée de Napoléon déferlait sur le Portugal, la cour royale s'enfuit à travers l'Atlantique vers le Brésil. Pour la monarchie portugaise, ce fut une retraite humiliante, mais pour une princesse ambitieuse, c'était l'occasion de toute une vie. Qualifiée de monstre par ses détracteurs, ridiculisée pour son apparence et crainte pour son ambition sans limite, Carlota Joaquina s'est forgé la réputation d'être l'une des reines les plus infâmes et détestées de l'histoire européenne. Carlota Joaquina d'Espagne est née le 25 avril 1775 et était la fille aînée survivante du futur roi d'Espagne, Charles IV, qui monta sur le trône en 1788. Un fils plus âgé, Charles, était décédé avant la naissance de Carlota. Bien que sa mère, Maria Luisa de Parme, fût encore assez jeune à la naissance de Carlota, les années qui suivirent furent marquées par une série de tragédies familiales. Bien qu'elle ait donné naissance à plusieurs filles en bonne santé, chacun de ses fils suivants est mort en bas âge. Cela a suscité des inquiétudes concernant la succession et a fait que Carlota était dans la ligne de succession au trône pendant une grande partie de son enfance. Finalement, un fils en bonne santé nommé Ferdinand est né en 1784 alors que Carlota avait 9 ans. Peut-être que c'est la conscience de sa position dans la ligne de succession dès ses premières années qui a éveillé chez Carlota une soif de pouvoir, ce qui a façonné sa vie ultérieure comme nous allons bientôt le voir. En grandissant, Carlota a reçu une éducation stricte de la part de ses précepteurs catholiques romains, axés sur ce que l'on considérait comme des matières destinées à une princesse. Cela regroupait histoire, géographie, langue et des activités comme peinture, couture et écriture. Cela faisait d'elle une femme exceptionnellement instruite et intelligente, même si cela n'a guère réussi à réprimer la personnalité espiègle et joueuse pour laquelle elle était souvent reconnue. Cependant, derrière les murs du palais royal, la vie de famille était loin d'être stable. La mère de Carlota était une figure dominante à la cour royale, et il y avait même des rumeurs d'une liaison avec le chef du gouvernement espagnol, Manuel Godoy. Cela fit d'elle une figure vilipendée dans la société espagnole, et une partie de la mauvaise réputation de Carlota par la suite fut, dans une certaine mesure, le résultat d'être associée à sa mère. En plus de cette cour dysfonctionnelle, l'Espagne avait également connu un déclin rapide en tant que puissance depuis le milieu du XVIIe siècle, mais elle s'accrochait encore à un vaste empire colonial en Amérique, s'étendant de la Californie et de Cuba jusqu'au Chili et à l'Argentine. Ainsi, même après la naissance de Ferdinand en 1784, Carlota conserva une position importante en tant que fille aînée du futur roi d'Espagne. Cela faisait d'elle l'une des princesses royales les plus convoitées d'Europe, et en 1785, à seulement 10 ans, elle fut mariée, un âge étonnamment jeune, même selon les normes du XVIIIe siècle, mais ce n'était que le début d'un mariage qui allait sombrer dans le scandale, la haine et l'intrigue politique. Dès la fin des années 1770, des négociations étaient déjà en cours entre les gouvernements espagnols et portugais pour que Carlota épouse Dom Jean, le second dans l'ordre de succession au trône du Portugal. Les parents de Jean, qui étaient un oncle et nièce, étaient à monter sur le trône comme monarque conjoint du Portugal, le roi Pierre le IIIe et la reine Marie Ier en 1777. Alors que Pierre mourrait en 1786, Marie vécut jusqu'en 1816, si bien que la vie de Carlota serait largement influencée par sa relation avec sa belle-mère, la première reine du Portugal à régner en son propre nom. Un accord selon lequel Carlota épouserait Dom Jean fut conclu en 1785 et un mariage par procuration eut lieu en mai de cette année-là, quelques semaines après son 10e anniversaire. Jean, quant à lui, avait 18 ans. En raison du jeune âge de Carlota, il fut convenu que le mariage ne serait pas consommé avant 1790, lorsqu'elle serait considérée comme assez âgée pour concevoir et avoir des enfants. Pourtant, quelques jours après le mariage par procuration, la princesse de 10 ans fut envoyée à Lisbonne avec une suite espagnole, quittant sa famille bien avant le début réel du mariage. Elle se trouvait donc à la cour portugaise lorsque la politique du royaume changea en 1788. Le 11 septembre de cette année-là, son beau-frère, l'héritier du trône Dom José, mourut de la variole, laissant le mari de Carlota comme nouvel héritier. De plus, la reine Maria souffrit de dépression pendant une grande partie de sa vie ultérieure, et fut même déclarée folle en 1792. Cela signifiait que Jean était censé intervenir en tant que régent et monarque de facto dès les années 1790, faisant de Carlota une sorte de reine consort officieuse dès son jeune âge.
En reconnaissance de leur statut élevé, Jean et Carlota portaient les titres de prince et princesse du Brésil. Dans les années 1790 et 1800, alors que Carlota devenait une figure de plus en plus en vue à la cour portugaise, elle devint un objet de ridicule et de haine, aussi bien dans les cercles de la cour que dans la société portugaise en général. Elle était perçue comme une femme avide de pouvoir et qui ne comprenait pas la culture conservatrice de la cour qui l'entourait. Ayant grandi dans une cour espagnole plus fastueuse, elle peina à s'adapter à la culture royale portugaise, très religieuse et austère. Sa franchise, son engagement politique et son attitude peu conventionnelle pour les femmes de sang royal ont alimenté ragots et rumeurs, qui furent encore amplifiés par la xénophobie anti-espagnole largement répandue. Alors qu'elle était fortement critiquée pour son comportement, elle était attaquée encore plus violemment pour son apparence. Beaucoup des vies d'Antuli dont nous parlons sur cette chaîne ont été façonnées par l'instabilité politique, l'instabilité financière et ce genre d'incertitude qui laissait aux gens très peu de contrôle sur leur avenir. En ce qui concerne l'argent, je préfère les approches structurées, surtout lorsqu'il s'agit d'investir. Parce que la vérité, c'est que l'incertitude influence encore les choix que les gens font aujourd'hui. Des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement, et ce n'est pas difficile à comprendre. Sur le marché boursier, on vous demande constamment d'acheter, de vendre, d'attendre et de réagir. C'est pourquoi j'ai commencé à chercher une autre façon d'investir, une méthode qui ne nécessitait pas de surveiller le marché toute la journée. C'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos. Avec Mintos, je peux investir dans des prêts et gagner des intérêts. Au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire, le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance. Les paiements peuvent arriver chaque jour comme un revenu passif, rendant le processus plus stable et facile à suivre. Je peux aussi filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Et pour une approche encore plus simple, Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Les rendements moyens sur les prêts sont d'environ 11%. Et pour quiconque cherche un revenu passif, c'est un chiffre très élevé. Mintos opère depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Utilisez le lien dans la description ou scannez le code QR affiché à l'écran. Des rendements stables, pas de surprise, et en plus un bonus. Ne le manquez pas et bonne chance. Lors de son séjour à Lisbonne, l'écrivaine française Laure Junot, duchesse d'Abrantès, a laissé l'une des descriptions les plus cinglantes de Carlota, écrivant « Sa laideur, ses cheveux sales et ébouriffés, ses lèvres très fines et violacées, ornées d'une épaisse moustache, ses dents inégales comme la flûte de Pan. » Je ne pouvais pas me convaincre qu'elle était une femme, et pourtant je connaissais à cette époque des faits qui prouvaient amplement le contraire. Le mari de la duchesse, Jean-André Junot, partageait ses sentiments après son arrivée à la cour portugaise, s'exclamant apparemment « Mon Dieu qu'il est laid ! Mon Dieu, comme la princesse est laide, comme ils sont tous laids !» Et ces remarques cinglantes ne venaient pas seulement des observateurs français. Les récits contemporains décrivaient là souvent Carlota comme étant petite, avec un visage marqué par des cicatrices de variole, un nez aquilin proéminent et le prognatisme caractéristique des Bourbons, tandis que certains auteurs remarquaient sa posture légèrement voûtée. À bien des égards, elle était l'antithèse des idéaux de beauté de cour du XVIIIe siècle. Un récit ultérieur particulièrement cruel affirma même qu'elle avait, je cite, « la tête la plus bizarrement monstrueuse qui ait jamais foulé la terre ». Son image publique n'était qu'une source de malheur parmi d'autres. Dans les coulisses, le mariage de Carlota serait également malheureux. Ils ont eu leur premier enfant ensemble en 1793, une fille nommée Marie-Thérèse. 8 autres enfants suivraient au cours des 13 années suivantes, dont un seul, Francisco Antonio, mourut jeune. Malgré les tensions croissantes dans son mariage, Carlota était connue pour être attentive à la santé et au bien-être de ses enfants. Cependant, même son rôle de mère était entouré de scandales, car des rumeurs persistantes à la cour affirmaient que tous ses enfants n'étaient pas issus de Jean, avec des soupçons particuliers concernant son fils Miguel. Ces allégations n'ont jamais été prouvées, mais elles ont contribué à l'atmosphère de commérage et d'hostilité qui l'a suivi tout au long de sa vie. Pourtant, le mariage était troublé par le manque d'affection de Jean, et encore plus par son comportement de plus en plus erratique. Vivant à une époque où les idées des Lumières et de la Révolution française se répandaient à travers l'Europe, il développa une peur obsessionnelle que la Révolution atteigne le Portugal. Des rumeurs à la cour prétendaient même qu'il errait dans les couloirs du palais royal la nuit, dans un état semi-délirant.
Au début du XIXe siècle, le mariage royal était tombé dans une véritable guerre politique ouverte. En 1805, alors que Carlotta avait 30 ans, elle conspira pour s'emparer du pouvoir de son mari, le prince régent, prévoyant de le faire arrêter et de le déclarer inapte à régner, tout comme sa mère l'avait été. Cependant, le complot fut découvert et ses complices furent arrêtés. Carlotta évita la prison seulement parce que Jean refusa de révéler le scandale. À la place, il l'exila dans les palais de Quéluse et de Ramillien, tandis qu'il se retira à Mafra, mettant ainsi effectivement fin à leur mariage. C'est pendant cet exil qu'elle gagna le surnom infâme de la mégère de Quéluse. La vie de Carlotta au Portugal, surtout à partir de 1806, a été façonnée par les grands bouleversements politiques en Europe occidentale. Quelques années après son mariage avec Jean, la Révolution française éclata en 1789. Au départ, c'était une révolution modérée visant à instaurer une monarchie constitutionnelle. Peu à peu, elle est devenue plus radicale, et finalement elle s'est transformée en contre-révolution et en guerre pan-européenne en 1792. Cela a peu à peu impliqué presque toutes les puissances européennes. Le Portugal était l'un des cas à part. Pendant des siècles, le royaume avait surtout évité de s'impliquer dans les guerres religieuses et dynastiques européennes. D'un autre côté, il avait une alliance informelle avec l'Angleterre qui remontait au début des années 1660, lorsque Catherine de Bragance avait épousé le roi Charles II d'Angleterre. Le Portugal a rejoint la première coalition contre les Français en 1793, mais n'a jamais eu un rôle majeur dans les guerres révolutionnaires françaises jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Ce qui a changé la donne pour le Portugal et pour Carlotta, c'est l'ascension de Napoléon Bonaparte et sa conquête d'une grande partie de l'Europe continentale entre le milieu des années 1790 et le milieu des années 1800. En 1807, tout juste après avoir conquis l'Allemagne et la Pologne, Napoléon se tourna de nouveau vers l'ouest et envahit le Portugal dans le but d'intégrer une famille royale ibérique à son empire. Il ferait par exemple de l'un de ses frères, Joseph, le roi d'Espagne en 1808. Avant même que cela n'arrive, le Portugal avait été conquis, et Carlotta, avec le reste de la cour royale et du gouvernement, avait fui par-delà l'océan Atlantique pour établir un gouvernement en exil au Brésil, la vaste colonie sud-américaine du Portugal. Après un voyage épouvantable durant l'hiver 1807, au cours duquel Carlotta fut obligée de se raser la tête à cause d'une infestation de poux à bord du navire, la cour portugaise en exil arriva enfin à Rio de Janeiro. Elle allait passer les 13 années suivantes au Brésil. Mais ces années allaient en s'avérer parmi les plus mouvementées et politiquement ambitieuses de sa vie. En Amérique du Sud, les ambitions de Carlotta de gouverner devinrent évidentes. Alors que sa belle-mère restait la souveraine nominale du Portugal et de son empire colonial, des événements survenus ailleurs en Amérique du Sud offrirent à Carlotta l'occasion d'étendre son influence. Des guerres d'indépendance ont éclaté dans toutes les colonies espagnoles à la fin des années 1800 après la prise de contrôle de l'Espagne par la France. Une faction dans la vice-royauté du Rio de la Plata proposa même de faire de Carlotta sa régente, un mouvement qui devint connu sous le nom de carlottisme. Cela avait du sens quand on considère que Carlotta était une fille du roi Charles IV d'Espagne. Le projet obtint le soutien de l'amiral britannique Sir Sidney Smith, mais il rencontra l'opposition de son propre mari, du gouvernement portugais en exil, des responsables espagnols et de nombreuses élites locales. Carlotta a également compromis ses propres chances en insistant pour exercer les pouvoirs d'une monarque absolue, alors que beaucoup de ses partisans l'imaginaient comme une simple figure de proue constitutionnelle. Le mouvement s'est progressivement effondré et après les guerres d'indépendance de l'Amérique latine, les provinces unies du Rio de la Plata ont fini par évoluer vers la République d'Argentine. Le séjour de Carlotta au Brésil a aussi suscité des controverses. Elle méprisait la population, buvait beaucoup et aurait pris l'habitude de boire du thé à la marijuana, en plus d'être la cible de rumeurs persistantes concernant une liaison avec un homme d'affaires brésilien en vue. Pourtant, au cœur du scandale, survint enfin le moment tant attendu. Le 20 mars 1816, la reine Marie Ière est décédée à l'âge de 81 ans. À 40 ans, Carlotta obtint enfin le titre qu'elle avait attendu pendant des décennies, devenant ainsi reine consort du Portugal. Mais après avoir enfin obtenu la couronne, ses plus grands combats politiques restèrent encore à venir.
Au moment où ils devinrent roi et reine, le Portugal avait depuis longtemps été libéré après que les Portugais et les Espagnols, avec une aide britannique importante, eurent déchassé les Français de la péninsule ibérique en 1813 et 1814, alors que l'empire de Napoléon s'effondrait à la suite de sa malheureuse invasion de la Russie en 1812. Néanmoins, la cour royale portugaise ne retourna pas immédiatement à Lisbonne, même après la chute définitive de Napoléon à l'été 1815. Ce retard était dû aux profondes incertitudes concernant le type de royaume qui serait rétabli après les guerres napoléoniennes. Cette incertitude atteignit finalement son paroxysme avec la Révolution libérale de 1820, lorsqu'un soulèvement militaire exigea l'établissement d'une monarchie constitutionnelle et força la famille royale à retourner au Portugal. Le 26 avril 1821, ils quittèrent le Brésil. Selon le vicomte de Porto Seguro, les émotions du roi et de la famille royale en quittant le Brésil se révélèrent dans les larmes de tous, sauf de la reine. Carlota, qui n'avait jamais apprécié la vie au Brésil, aurait été ravie de partir. Une histoire célèbre raconte qu'avant d'embarquer, elle a secoué la poussière de ses chaussures en disant « Je ne prendrai même pas la poussière de cette terre ». Après son retour au Portugal, Jean accepta la première constitution du pays en 1822. Elle visait à mettre fin à l'absolutisme au Portugal, mais elle n'eut qu'un succès très limité et fut rapidement abandonnée en 1823. Au même moment, le Brésil se sépara pour devenir l'empire indépendant du Brésil sous le règne de Pedro, le fils de Carlota, en 1822, privant ainsi le Portugal d'une colonie dont il avait dépendu pour sa richesse tout au long du XVIIIe siècle. La révolution libérale était révélatrice de la situation politique complexe à laquelle Carlota, son mari et le reste de l'entourage royal revenaient après la fin des guerres napoléoniennes. Une lutte de pouvoir éclata lorsque Carlota et son fils cadet Miguel tentèrent de prendre le pouvoir au détriment de son mari. Jean devint brièvement prisonnier de nom seulement, mais une intervention britannique en 1824 conduisit à l'exil de Miguel et permit à Jean et à ses partisans de reprendre le contrôle du gouvernement. Il régna ensuite jusqu'à sa mort en mars 1826 à l'âge de 58 ans. C'était un miracle que le mariage de Carlota ait duré jusqu'à la mort de l'un des deux, malgré l'amertume, et elle refusa de lui rendre visite pendant sa dernière maladie. La mort de Jean plongea le Portugal dans une crise de succession complexe. Miguel, l'héritier attendu, était toujours en exil, tandis que, comme on l'a vu, son frère aîné Pierre régnait sur le nouvel empire indépendant du Brésil. Pierre revendiqua brièvement le trône portugais avant d'abdiquer en faveur de sa jeune fille, qui devint la reine Marie II en mai 1826. Miguel revint plus tard en 1828 pour reprendre la couronne avec un plan visant à éviter la guerre civile en épousant sa nièce, la reine Marie, bien que cela ne se soit jamais concrétisé. Au moment où cette succession rapide de souverains eut lieu entre 1826 et 1828, Carlota avait été marginalisée dans la politique portugaise. Malgré l'alliance antérieure de Miguel avec sa mère, il ne la rappela pas à la cour après être devenu roi en 1828. Au lieu de cela, elle passa ses dernières années aigrie et éloignée de la vie de cour, vivant plutôt à la campagne, en dehors de Lisbonne, au palais de Queluz. Elle mourut le 7 janvier 1830 à l'âge de 54 ans. À ce moment-là, une nouvelle guerre civile était en cours, qui finirait par se terminer 4 ans plus tard avec la destitution de Miguel. Il vécut les 32 dernières années de sa vie en exil, tandis que la reine Marie II reprenait le trône en 1834. Carlota fut d'abord enterrée à Sintra avant d'être réinhumée en 1854 aux côtés de son mari dont elle était séparée dans le panthéon royal de la dynastie de Bragance à Lisbonne. Bien qu'elle ait toujours aspiré à un plus grand pouvoir, Carlota Joaquina passa néanmoins presque toute sa vie adulte au cœur de l'une des plus grandes monarchies du monde, en tant que reine ou princesse régente du Portugal et de son vaste empire, s'étendant à travers le Brésil, l'Afrique et l'Asie. Pour ses ennemis, elle était une reine étrangère laide, intrigante et avide de pouvoir. Pour d'autres, elle était une femme intelligente et déterminée qui refusait d'accepter les limites imposées aux femmes de la famille royale de son époque. Peut-être que la vérité se trouve quelque part entre les deux. Dans tous les cas, elle reste l'une des reines les plus fascinantes et controversées de l'histoire ibérique. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur Carlota Joaquina d'Espagne. J'espère qu'elle vous a intéressé. Dites-moi ce que vous avez pensé de sa vie dans les commentaires ci-dessous. Si vous souhaitez plus de vidéos sur la royauté en général, ou sur la royauté espagnole ou portugaise, dites-le moi en commentaire.
abonnez-vous pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. J'espère que vous êtes abonnés et que vous avez activé les notifications pour voir toutes mes vidéos dès que je les publie. C'est tout pour moi, on se retrouve au prochain épisode de Forgotten Lives. Merci.